Je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre à l'ancienne. J'enseigne encore. J'ai travaillé pendant 40 ans sur un thème qui préoccupe beaucoup les êtres humains, l'amour ou l'attachement. Et je crois que c'est pour ça que vous m'avez invité. Les jeunes font moins l'amour que les anciens. Avant, il y a 2 générations, la moyenne c'était 2-3 rapports sexuels par semaine. Aujourd'hui, c'est 2, 3, 4 relations sexuelles par mois. Et ça, c'est un étonnement, parce que la sexualité a changé de signification. Alors, il peut y avoir une explication biologique, il y a sûrement une explication culturelle. L'explication biologique, c'est que les hommes étaient virilisés, ce que les féministes reprochent à juste titre, ce qui a augmenté la sécrétion d'hormones sexuelles. Alors qu'on voit aujourd'hui que les hommes qui s'occupent de la petite enfance ou qui ont pratiquement les mêmes métiers que les femmes se dévirilisent au point de vue biologique. Ils sécrètent moins de testostérone et ils sécrètent moins de substances qui facilitent l'acte sexuel. Donc ils sont moins motivés. Et puis aussi, l'hypothèse anthropologique, c'est qu'avant, il fallait prouver qu'on était un homme, même si on était fatigué, même si on pensait à autre chose. Et puis surtout, j'ai connu cette époque du devoir conjugal, où les femmes n'avaient pratiquement pas le droit religieux et moral de refuser, et les hommes devaient s'exécuter. Et les jeunes ont changé complètement de culture, et aujourd'hui, s'ils ont des relations sexuelles, c'est pour s'exprimer, c'est pour participer à leur développement personnel, c'est pour rencontrer une autre personne. Donc, paradoxalement, moins faire l'amour aujourd'hui, c'est un signe d'amélioration des personnalités et des couples. Dans l'évolution humaine, pendant très longtemps, le mariage n'a pas été utile. C'était pas la peine, c'était le groupe social. Quand une femme mettait au monde un enfant, chez monsieur et madame Sapiens, on savait pas qui était le père. C'était des jeunes qui avaient beaucoup d'accouplements sexuels consentis ou pas consentis. On sait pas, mais on peut imaginer que parfois c'était consenti, mais pas toujours. C'était le groupe social de femmes et d'hommes qui s'occupaient des enfants. Ensuite, quand les biens sont apparus, le bien c'était le nom, transmettre le nom, qui permettait de faire des familles et transmettre des biens. Et dans ce cas-là, il fallait que le père soit sûr qu'il était l'enfant que portait la femme. Donc la virginité est devenue une valeur sociale. La virginité, l'anatomie sexuelle des femmes donnait au père la preuve que l'enfant qu'elle portait était bien de lui, à condition que la femme soit enfermée. Et donc le patriarcat est né de ce désir de transmettre des biens, le nom et les biens, d'entraver les femmes. Et puis ensuite le mariage a été institué pour faire du social. Les aristocrates mariaient leurs enfants pour associer les armées. Les paysans mariaient leurs enfants pour associer les bras des hommes pour la moisson. Ce que j'ai connu dans les années d'avant-guerre, les jeunes hommes fauchaient 14 heures par jour. Aucun monsieur muscle aujourd'hui ne pourrait faire une performance physique aussi douloureuse. Ensuite, l'industrie est apparue. Là, il y a eu les biens, les magasins, les usines. Et là, les parents mariaient leurs enfants pour associer les capitaux. Et là, le capitalisme est entré dans la sexualité et dans le mariage. Les femmes ont inventé le mariage d'amour en gagnant leur autonomie au XIXe siècle. Dans les cités ouvrières, un ouvrier sur 3 était une femme. Elles gagnaient leur vie. Elles habitaient seules. Elles échappaient à la loi des prêtres et à la loi des pères. Et elles ont dit, je veux bien avoir un enfant avec celui-là, mais pas avec celui-là. Elles ont introduit l'amour dans le mariage. Mais pendant très longtemps, si vous ne me croyez pas, lisez Molière, vous verrez que le mariage se faisait chez les notaires, bien avant l'Église, et bien avant que la République reconnaisse le mariage. La neuroimagerie du cerveau amoureux n'est pas du tout la même que la neuroimagerie du cerveau d'un être attaché,
qui tissent un lien d'attachement. On voit sans aucune difficulté que quand un homme ou une femme sont amoureux, c'est ce qu'on appelle en neurologie le faisceau de la récompense qui flambe, il passe au rouge. Comme il est stimulé, les neurones dégradent du glucose, ça fait de la chaleur que l'ordinateur capte et transforme en couleur. Or, on voit que un homme, une femme amoureuse, le cerveau de la récompense flambe, rouge. Et on voit sans difficulté une zone, un circuit à la base du cerveau et au lobe frontal inférieur et qui passe sur un relais qu'on appelle le noyau accumbin, qui est un noyau de neurones qui, quand il est stimulé, sécrète la dopamine, l'hormone du plaisir de l'action, la sérotonine, l'hormone du plaisir de la relation, l'endorphine, l'hormone du plaisir physique, c'est-à-dire que, à ce moment-là, le cerveau flambe et on est prêt à être hyper attentif à l'autre, vouloir sentir sa présence, et la simple perception de l'autre ou la pensée de l'autre stimule comme une drogue le cerveau de la récompense et on se sent merveilleusement bien. Parce que les substances sont les mêmes que les substances de la drogue, de la cocaïne, de l'endorphine, de la sérotonine, de l'oxytocine surtout. Le coup de foudre, c'est une hypersécrétion de substances qui déclenchent une sensation d'extase, comme la cocaïne, comme les endorphines. Sauf que c'est des endorphines naturelles, c'est pas des endorphines commercialisées. C'est des endorphines sécrétées par notre intestin et reçues particulièrement par notre cerveau, comme l'alcool, comme une substance qui modifie nos émotions. L'amour est une drogue naturelle. Et pourtant, les enfants qui ont été mal développés parce qu'ils ont été isolés sensoriellement au cours des 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la grossesse à l'apparition de la parole, ces enfants-là ont un cerveau atrophié qui les rend moins capables d'éprouver un sentiment amoureux. L'amour donne la drogue, l'endorphine, c'est l'extase. Ex, je me tiens en dehors, stase, je suis déséquilibré. Alors que l'attachement, au contraire, n'est pas une drogue, c'est une sécurité, c'est plutôt un tranquillisant. C'est un tranquillisant naturel. Plus on vit ensemble, plus j'ai confiance en moi. La zone cérébrale qu'on voit flamber quand se tricote quotidiennement le lien de l'attachement, c'est qu'on voit que le cerveau limbique de la mémoire et des émotions à la face interne des deux hémisphères passe progressivement, c'est pas le coup de foudre, c'est le tissage quotidien. Il s'imprègne en moi, c'est volontairement que j'emploie le mot imprégné, parce que c'est une mémoire biologique qui s'imprègne en moi, qui laisse une trace, et on voit que petit à petit, plus je vis avec lui, plus je vis avec elle, plus je vois mon système limbique s'épaissir. Les neurones se renforcent parce que je la vois tous les jours, parce que j'ai des relations sexuelles de temps en temps avec elle, parce que même quand j'ai pas de relations sexuelles, on a des relations affectives, on s'aime bien, puis on se connaît de mieux en mieux. Ça donne un sentiment de sécurité. L'amour emprisonne, alors que l'attachement libère. L'amour emprisonne, je veux toujours être près de lui, près d'elle, alors que l'attachement libère. Il me donne tellement confiance en moi que je peux partir travailler, je garde la confiance en moi. C'est donc deux liens affectifs et neurologiques totalement différents qui peuvent être encouragés ou découragés par la culture. La biologie du coup de foudre, c'est l'endorphine, peut-être même la cocaïne. Le socle neurologique de l'attachement, c'est le tranquillisant, la benzodiazépine. Plus je vis avec lui, plus je vis avec elle, plus j'ai confiance en moi. Donc c'est une relation humaine, affective, amoureuse ou d'attachement, c'est une relation humaine qui modifie la biologie de l'amour ou de l'attachement. L'idéal, bien sûr, c'est quand on passe de l'un à l'autre, parce que le moment amoureux nous rend hyper attentifs à l'autre, donc je l'apprends par cœur. En un clin d'œil, en quelques jours, en quelques semaines, je sais ce qu'elle pense. C'est pour ça que certains coups de foudre sont étonnamment peu durables. Le mot, c'est coup de foudre. Ça frappe et ça dure pas. Mais quand ça frappe
c'est merveilleux. Du coup, je tisse avec elle, avec lui, un lien d'attachement, et là, ça devient un lien durable où la confiance qu'elle me donne me permet de tenter une aventure sociale. Alors, quand on parle avec les gens et on leur demande comment avez-vous rencontré votre mari, votre femme, ils répondent presque tous, c'est par hasard. Il faut pas les croire, mon œil, c'est pas par hasard. Parmi les milliers de gens, d'hommes et de femmes qu'on croise, il y en a un qu'on rencontre. Sinon, si c'est pas une rencontre, c'est un croisement. Et si on le rencontre, si on la rencontre, c'est parce il porte sur son corps, sur ses vêtements, sur ses barbes, sur sa manière de se coiffer, de se maquiller. Elle porte sur elle des signaux qui évoquent quelque chose de profondément inscrit dans ma mémoire. Il porte une barbe bien taillée. Quand j'étais enfant, mon père portait une barbe bien taillée. Au contraire, il porte une barbe mal taillée, ce qui est aussi un signe, c'est un symptôme de culture, ne pas tailler sa barbe. Les religieux attachent beaucoup d'importance au poil. Quelle que soit la religion, il y a la tonsure chrétienne, il y a les rouflaquettes juives, il y a les barbes musulmanes. Les poils sont très sémantisés. Je me laisse pousser des poils de gauche, ou au contraire, je mets une cravate et je me laisse pousser des poils d'extrême droite. C'est-à-dire que les poils sont sémantisés. Et boum, je le vois, je la vois, elle a des cheveux maniérés, elle a des cheveux de sportive, c'est elle, c'est pas une autre. Celle dont on tombe amoureux, en fait, réveille la trace de quelqu'un qu'on a aimé au moment des 1000 premiers jours, qui s'est inscrit comme une trace biologique, et la rencontre se fait entre ce qu'elle est, ce qu'il est, et ce qui a été mis en moi bien auparavant. Rien à voir avec le hasard. C'est pas nous qui choisissons. On décide pas d'être amoureux. Presque tout le temps, même c'est une surprise. Mais ça choisit en nous. C'est elle, pas une autre, parce qu'elle évoque quelque chose qui me touche profondément. Elle a une manière de se socialiser, elle a des chaussures de sportive. J'ai toujours été séduit par les femmes sportives, je veux vivre avec une femme sportive. Il est strict, moi ce que je veux c'est un homme strict, je veux pas d'un homme débraillé. Donc ça veut dire qu'il y a une sémantisation des gestes, des poils, des vêtements. Sémantisation, ça parle avant les mots. Ça parle avant les mots, c'est inscrit dans notre mémoire biologique. Au moment où je vais à la gare Saint-Lazare et je la croise, c'est elle. La sémantisation, c'est quand je le rencontre, j'éprouve l'étrange sentiment de le reconnaître alors que je l'ai jamais connu. On a une âme sœur, l'autre moitié d'Orange, on a une âme sœur, on ne tombe pas amoureux au hasard, mais le hasard peut nous la faire rencontrer ou pas. Le hasard, c'est souvent l'organisation sociale. Alors, les lieux de rencontre où on tombe amoureux, on tombe pas attaché, on tombe amoureux, et on tisse un lien d'attachement. Les lieux où on tombe amoureux, ce sont des lieux sociaux et intellectuels. On tombe amoureux des femmes ou des hommes avec qui on fait les mêmes études. Les universités actuellement deviennent des centres de mariage. On tombe amoureux à quotient intellectuel comparable, ce qui va poser un problème anthropologique énorme, c'est qu'on tombe amoureux d'une femme, d'un homme avec qui on peut parler, aller au théâtre, partager les mêmes livres, partager la même conception du monde. Ça, c'est bien, on s'épanouit, mais ça pose le problème d'une future fragmentation sociale en clans. On ne va tomber amoureux, on ne va vivre que avec des gens qui croient et qui pensent comme nous. Et puis pour les classes dominantes, pour faire un schéma, on va dire 15% de la population, les classes dominantes, c'est des enfants de parents dominants, donc ça aussi, ça pose un problème social. Les parents vont organiser des lieux de rencontre de leurs enfants. Ils vont dire qu'ils n'organisent pas, ils ne marient plus, ils ne donnent plus leur fille en mariage, mais il faudra pas les croire. Parce que les parents organisent des lieux de rencontre, des maisons à la campagne, des hôtels particuliers en France, des bals, des raouts, comme on dit dans les milieux élégants, où les jeunes gens tombent amoureux, effectivement, mais
ils ne tombent amoureux que de gens de leur même statut social ou intellectuel. Alors, l'Internet remet le hasard dans la rencontre amoureuse. Les gens se rencontrent, ils tombent pas forcément amoureux, mais ils se plaisent suffisamment, ce qui n'est pas critiquable, ils se plaisent suffisamment pour décider de vivre en couple. Il y a de plus en plus de jeunes gens et de personnes âgées qui se rencontrent grâce à Internet. Et dans ces rencontres-là, quelques-unes échouent très rapidement, c'est la rencontre d'un soir ou d'un week-end ou d'une semaine, mais on voit de plus en plus de couples durables, et là, ils ne sont pas tombés amoureux, et pourtant, ils ont tissé un lien d'attachement qui fait que finalement, ils ont fait un couple avec une vraie fonction d'attachement, une vraie fonction de solidarité affective, d'entraide, et finalement, c'est un couple. Il y a de plus en plus de couples qui marchent pas mal du tout grâce à Internet. Ces applications de rencontre, si vous voulez l'aventure d'un soir, eh ben, Internet va vous faciliter ça, beaucoup. Et il se trouve que si vous cherchez l'âme sœur, vous la trouverez aussi, donc il y a les deux. Alors, Winnicott a parlé des 100 premiers jours de la folie amoureuse des mères. C'est son expression, hein. Alors, folie amoureuse, pourquoi pas? Les mères ont porté un bébé pendant 9 mois, elles l'ont eu dans la tête pendant les années précédant la grossesse, et elles l'ont dans le ventre et dans la tête pendant 9 mois, et quand le bébé arrive au monde, elles font sa connaissance. Et là, elles découvrent ce pouvoir magique du corps des femmes, qui est un corps qui ne fait pas peur, c'est un corps attirant. Il n'y a que des rondeurs et des galbes qu'on a envie de caresser. Ça n'ennuie pas toujours les femmes, ça dépend quand et par qui. Donc ça veut dire que le corps des femmes est attirant. Et c'est un corps un peu miraculeux, puisqu'il met au monde un être humain vivant. Si c'est pas un miracle, ça. Donc elle découvre le miracle de la maternité, et Winnicott faisait une analogie entre le moment amoureux des jeunes adultes et des mères avec leurs enfants. Elles tombent amoureuses de cet être vivant qu'elles ont porté, qu'elles ont mis au monde, et qu'elles apprennent à toute allure. Et effectivement, comme chez les jeunes amoureux, elles sont tellement attentives au corps du bébé qu'elles viennent de mettre au monde, que très vite, elles apprennent à décoder les cris, les postures, les odeurs, et elles savent avant les autres, tiens, il est pas bien, tiens, il a faim, tiens, il y a quelque chose. Et l'avenir à craindre, c'est le célibat. Les femmes sont beaucoup plus libres quand elles n'ont pas d'enfants à charge, et les hommes découvrent la facilité aussi de la solitude. Les couples ont une stabilité affective plus grande que les célibataires, et notamment chez les âgés. Les personnes âgées qui vivent en couple ont moins de stress, consomment moins de médicaments, moins de tranquillisants, moins de dépression que les âgés célibataires. Le mot bonheur, c'est un mot qui vient de naître, hein. Il a été inventé par la Révolution française. Le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est ça, c'est injuste. Donc, mais avant, le passage sur Terre, qui durait 30 à 40 ans pour les femmes, 50 à 60 ans pour les hommes, à l'époque de Saint-Just, c'était une vallée de larmes entre deux paradis. Le paradis perdu à cause de la faute d'Ève sur Adam, et le paradis à peut-être retrouvé si on avait bien obéi pendant nos 40 ou 50 ans d'existence terrestre. Je pense que le prix du développement individuel est exorbitant pour les hommes et encore plus pour les femmes. Parce que notre culture, c'est le développement individuel. Et ça leur coûte un attachement de plus en plus fragile. Et comme je le proposais tout à l'heure, l'attachement est un lien sécurisant, même tranquillisant, on peut dire même tranquillisant. Parce que dans notre société, tomber amoureuse, c'est s'occuper de l'autre. Mettre au monde un enfant, c'est une entrave sociale. Mettre au monde un enfant, on se lève la nuit, on est fatigué. Beaucoup de femmes
et des hommes refusent des promotions pour s'occuper de l'enfant, pour offrir à l'enfant une stabilité. Donc j'ai entravé mon propre développement, mais en échange, j'ai été sécurisé par le lien d'attachement que j'ai renforcé, et du coup, je suis plus sécurisé, je me sens mieux, parce que je renonçais à une part de ma liberté. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est le refus de la maternité chez beaucoup de femmes, 6% en France, 40% chez les femmes diplômées en Allemagne, disent non seulement je ne me marierai pas, mais je ne mettrai jamais au monde d'enfants. Je me consacre à mon épanouissement personnel. Ça ne veut pas dire qu'elles ne changeront pas d'avis plus tard, mais quand elles ont 25 ans, l'âge de la maternité la plus facile, elles décident de ne jamais mettre au monde d'enfants. Quelques-unes changent d'opinion. Donc ça veut dire que la maternité n'est plus sacrée comme avant. C'est un accomplissement personnel. La paternité a complètement changé de signification. Avant, un homme était chef de famille, donc il avait des droits que n'avaient pas les femmes, ce qui était une injustice légale. Mais en revanche, les hommes devaient accepter n'importe quel travail torture. J'ai soigné des hommes qui travaillaient dans les mines 15 heures par jour et qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an, parce que c'était le seul salaire de la maison, et ils ne pouvaient pas cesser de travailler, même quand c'était une torture. Donc le patriarcat se payait très cher. Le choix de la paternité, c'est pas pareil. Le choix de la paternité, c'est le travail social. C'est ce que j'ai connu. La plupart de mes patients ouvriers étaient fiers de donner tout leur salaire à leurs femmes. Ce que certains féministes ne mettent pas en lumière. Et pourtant, ces hommes-là étaient très généreux et courageux. Mais ils étaient fiers de faire ça. Même si la famille est une contrainte, c'est une contrainte tranquillisante. Si la famille se dilue, c'est une liberté angoissante. Or, on peut limiter la casse, soit intentionnellement, en faisant une culture de couple, c'est-à-dire qu'il faut faire des rituels de fête, des rituels familiaux, des rituels de copains, des rituels de vacances. Ces rituels dans un couple, c'est ce qui lutte contre l'usure de l'âme. En revanche, on peut faire une politique de couple pour entretenir le lien. L'effet bénéfique du développement personnel, c'est que 15% des jeunes aujourd'hui sont éblouissants. Et c'est les jeunes dont les parents sont éblouissants. Il y a un héritage de l'éducation. Ils savent travailler, ils ont des chambres silencieuses, ils savent alterner le travail, le sport, l'intensité, le repos. Ils sont bien éduqués. Il y a moins de ce que vous appelez divorce dans ces 15%-là, parce qu'ils travaillent, le groupe les sécurise, ils ont acquis des facteurs de protection, et ils travaillent à entretenir l'attachement qui se développe. C'est pas le cas de 15% de l'autre extrémité de la population qui sont en grande difficulté développementale. Pas de diplôme, pas de métier, pas de lecture. D'où l'importance des 1000 premiers jours. Comme je l'entends parfois dire, c'est pas du tout jouer pour la vie, c'est les 1000 premiers jours. Ça fait les 3 premières années. Après, il reste 97 ans à tirer ensuite. Mais dans les 1000 premiers jours, on a acquis des facteurs de protection. On a confiance en soi. On entre en maternelle avec un stock de 1300 mots. Ceux qui n'ont pas été sécurisés n'ont pas confiance en eux. Ils entrent en maternelle au même âge, en France à 3 ans, avec un stock de 200 ou 300 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. Donc le déterminisme social est transmis à travers les générations avant la parole. Et dans ce cas, en haut, il y a un contrat de couple. On va se mettre en couple pour s'arranger par solidarité, mais on n'est pas malheureux. Notre solidarité va être que chacun participe au bonheur ou au bien-être de l'autre. Donc je vais tenir compte de tes choix sociaux, de tes promotions, des vacances qu'on prendra ensemble. Et finalement, c'est des couples stables qui structurent un village autour de l'enfant, ce qui transmet des facteurs de protection à travers les générations. Les animaux ont des impulsions
sexuelle, parfois intense, mais c'est un déterminisme biologique qui les stimule. Peut-être on ne peut pas parler d'amour, parce que dans l'amour, je ne pense qu'à elle, je ne vois qu'elle, que lui. Alors que si on prend un canard motivé pour la sexualité, biologiquement, il a des testicules qui font la moitié de l'abdomen, au moment où il est motivé pour l'acte sexuel. Si on le sépare de sa belle, il est plus stimulé, les testicules diminuent de volume, c'est fini. C'est le faisceau de la récompense qui est hyper stimulé, mais qui n'est pas socialisé. Alors que les animaux sans attachement, notamment les primates, tous les primates et même les oiseaux et tous les mammifères supérieurs, quand ils sont privés accidentellement ou expérimentalement d'attachement, ils meurent. C'est-à-dire qu'un animal peut vivre sans amour, il ne peut pas vivre sans attachement. C'est-à-dire qu'un oiseau sans attachement s'arrache les plumes et meurt. Et chez les êtres humains, pendant la Seconde Guerre mondiale, des psychanalystes, Spitz, Anna Freud et mon maître John Bowlby, président de la Société de psychanalyse anglaise, ont montré que pendant la Seconde Guerre mondiale, les enfants qui étaient privés de parents et isolés sensoriellement, sans substitut, avaient de très importants dégâts cérébraux et développementaux. Les êtres humains sont contraints à la socialité. Socialité, c'est pas sociabilité. La socialité, c'est l'élan vers l'autre, et la sociabilité, c'est les rapports sociaux organisés par la culture. Mariage, travail, divorce, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Or, les découvertes de la neuroscience aujourd'hui, la neuroimagerie et la neurobiologie, démontrent clairement qu'un enfant sans altérité atrophie son cerveau. Il a une atrophie des deux lobes préfrontaux, le socle neurologique de l'anticipation. Il n'y a personne vers qui se diriger, personne à regarder, personne vers qui tendre les bras. Ça provoque une atrophie des deux lobes préfrontaux, une atrophie du système limbique, le socle neurologique de la mémoire. Il n'y a pas de relation humaine, donc il n'y a rien à mettre en mémoire. Et on voit que cette dysfonction cérébrale provoque des mauvaises structures cérébrales. Pour que notre cerveau fonctionne bien, il faut qu'on vive en société. L'homme est contraint par sa biologie à la société. L'attachement a un intérêt évolutif certain, c'est la survie. L'amour n'a pas de bénéfice évolutif. C'est peut-être l'intensité émotionnelle qui facilite les premières rencontres et surtout qui organise les premières rencontres chez les amoureux. C'est la pulsion émotionnelle qui, chez les animaux, organise la première rencontre, alors que chez les êtres humains, cette pulsion émotionnelle est organisée par la famille et surtout par les traditions culturelles. On ne rencontre pas au hasard. Donc le bénéfice évolutif de l'attachement est clair, c'est la survie. Le bénéfice évolutif de l'amour est moins clair. Pour un animal, c'est la pulsion. Pour un être humain, c'est pas nécessaire. Je pense que l'être humain est une espèce infidèle, les hommes surtout et les femmes aussi. Les femmes moins, parce qu'elles sont stabilisées par la maternité. Elles sont sécurisées par la stabilité. Mais les hommes sont probablement une espèce infidèle, parce que l'infidélité permet de répandre ses gènes dans plusieurs femmes. La sexualité n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'il faut des millions de spermatozoïdes pour faire très peu d'enfants. Donc la sexualité, c'est très coûteux comme moyen de production, mais ça a un avantage évolutif énorme. C'est que à chaque relation sexuelle, on invente un autre enfant. On parle de reproduction sexuelle, c'est une fausse expression. On devrait parler d'invention sexuelle. Chaque fois qu'un mâle et une femelle se rencontrent, à partir d'eux, ils inventent un enfant à partir d'eux, mais un enfant un peu différent. Donc quand le milieu change, et le milieu ne fait que changer, il y aura toujours des nouveaux enfants mieux adaptés à ce nouveau milieu. Donc c'est un facteur de protection pour l'évolution. Alors que les espèces trop adaptées, quand le milieu change, toute l'espèce disparaît.
Alors que là, grâce à la sexualité, quand le milieu change, il y aura toujours quelques enfants un peu différents qui vont s'adapter à ce nouveau milieu et qui vont continuer l'espèce. Donc les hommes, au point de vue évolutif, il faudrait que les hommes soient infidèles de façon à mieux répandre leurs gènes. Mais il y a des mécanismes correctifs. Par exemple, si la culture est stable, la stabilité devient un facteur évolutif qui renforce le couple et qui renforce la société. Et dans ce cas-là, on a intérêt à avoir toujours la même femme. Donc la pulsion sexuelle est modifiée par les structures culturelles. Les théories de l'attachement sont des théories expérimentales, cliniques, biologiques et psychologiques. C'est-à-dire que on peut évaluer le style d'attachement et on peut voir comment ce style évolue au gré des rencontres de famille ou au gré des cultures. Alors, un bébé de 10 mois, loin de la parole, dans une culture en paix, 70% des bébés ont déjà acquis ce qu'on appelle un attachement sécure. On a gardé l'anglicisme parce que sécure, c'est pas sécurisé. Je suis sécure, même si ma figure d'attachement n'est plus là, alors que je ne suis sécurisé que si elle est là. Ça correspond dans un pays en paix à 10 mois à 70% de tous les bébés. Et on sait l'évaluer, ils soutiennent le regard, ils sourient, ils jettent des objets pour qu'on les ramasse, ils les redonnent, ils les rejettent, enfin tous les parents ont connu ça. Ils jettent pas l'objet. Pour eux, ils veulent établir une relation. Ils jettent pour qu'on leur redonne, ils le rejettent pour qu'on leur redonne. Donc 30% des enfants à 10 mois, en revanche, dans un pays en paix, n'ont pas acquis cet attachement sécure qui rend les enfants agréables à aimer. Si un enfant fait partie des 30% d'attachement insécure, on peut réorganiser une niche sensorielle affective autour de ces enfants qui fait qu'on peut leur apprendre plus tard ce qu'ils auraient dû apprendre spontanément plus tôt. Donc c'est la résilience. 30% des enfants ont acquis un attachement insécure à 10 mois. Insécure, c'est-à-dire 15% ont acquis un attachement évitant. Évitant, ils soutiennent pas le regard, ils tournent la tête quand on s'approche d'eux. On peut s'occuper d'eux sans déplaisir, mais ils ne font pas de nous des bons parents. Quand ils commencent à marcher, au lieu de se diriger vers un adulte sécurisant pour établir une relation, ils se mettent contre le mur, ils tournent le regard, ils ont des activités autocentrées. 10% ont acquis un attachement ambivalent. S'ils aiment quelqu'un, ils se jettent dans ses bras et ils lui tapent dessus, et ils le mordent, ou ils lui donnent des coups de pied, ils se débattent, parce qu'il n'a pas acquis une vraie fonction sécurisante. Et 5% de tous les attachements ont acquis un attachement désorganisé. Alors les deux premiers attachements évitants et les attachements ambivalents sont encore plastiques, on peut les faire évoluer, c'est le principe de la résilience. Les 5% d'attachements désorganisés, là, il faut un peu s'inquiéter, c'est que quelque chose s'est passé, peut-être en eux, génétiquement. La génétique fait des performances passionnantes actuellement. Épigénétiquement, c'est-à-dire que l'expression des gènes est modifiée par le milieu. Le premier milieu d'un bébé, c'est le ventre de sa mère. Quand sa mère est stressée, ça modifie l'expression des gènes de l'enfant qu'elle porte. C'est la définition de l'épigénèse. On ne peut pas dire c'est dans mon ADN, c'est un non-sens total, puisque l'ADN s'exprime de manière très différente selon les structures du milieu. Un bébé qui a été dans le ventre d'une femme sécurisée exprime son ADN de manière plastique. Un bébé qui a été dans le ventre d'une femme insécurisée acquiert des modifications de l'expression de son ADN qu'on photographie en neurobiologie. On voit les taches noires sur les bandelettes ADN. C'est des radicaux méthyl, CH3, qui se collent contre la bandelette ADN et qui en modifient l'expression. C'est pas une modification génétique, c'est une modification épigénétique. L'histoire de la mère modifie l'expression des gènes de l'enfant. Je le redis parce que c'est pas évident dans notre culture dualiste. L'histoire de la mère modifie l'expression des gènes de l'enfant. Qu'est-ce qui peut stresser une femme? La précarité sociale, la guerre,
la violence conjugale, les malheurs de l'existence. Je le redis, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère qui modifie, qui trouble l'enfant. C'est pas la mère, comme la psychanalyse l'a dit pendant plusieurs décennies. Et dans les 5% de troubles, là, c'est plus difficile à récupérer. Et on sait mal encore d'où vient la difficulté. Ça peut être génétique, ça peut être épigénétique. Mais des fois, des parents adorables ont des enfants désorganisés et on ne sait pas très bien d'où ça vient. Alors, ce qui organise la niche sensorielle de l'enfant, qui va sculpter le développement de l'enfant, c'est l'entente entre les parents. Si un attachement, Monsieur Sécure rencontre Madame Insécure parce qu'elle avait une famille difficile, Monsieur Sécure sécurise Madame Insécure, le couple fonctionne très bien, et l'enfant aura autour de lui une niche sensorielle sécurisante. Il aura deux figures d'attachement différentes, mais il va se débrouiller. Mais ça veut dire que si l'entente du couple fonctionne bien, beaucoup d'hommes insécures sont sécurisés par leur femme plus stable qu'eux, et dans ce cas-là, le couple fonctionne bien, le contrat affectif, l'attachement du couple fonctionne bien, l'enfant aura deux figures d'attachement différentes, et c'est bien qu'elles soient différentes, parce qu'il aimera sa mère d'une autre manière que son père. Et que c'est de la différence d'attachement que naît la conscience. Donc il est bien que monsieur et madame ne soient pas pareils. Par exemple, monsieur évitant a peur des émotions intenses. Mais en revanche, il est stable, il est fiable, et il s'exprime paisiblement. Madame ambivalente, elle alterne les explosions d'amour avec les explosions de colère. Donc c'est pas toujours facile à gérer, mais monsieur évitant, il reste stable puisqu'il est évitant. Donc au contraire, à force de répéter, Madame ambivalente finit par apprendre à devenir plus stable, et Monsieur évitant, c'est des transactions incessantes. Ce qui compte, c'est la transaction du couple entouré par la famille, par les copains, par le village. Donc même la différence, au contraire, la différence peut servir à développer et à aider l'enfant à acquérir son style d'attachement. Beaucoup de gens passent à côté de l'amour, par exemple, quand ils sont malheureux ou quand ils ont été mal élevés, c'est-à-dire ils n'ont pas acquis la sécurité que donne l'attachement, ils rencontrent pas l'amour. Les mélancoliques ne tombent jamais amoureux, ils sont trop malheureux. Ils pensent que la difficulté de respirer, la difficulté de se lever, pour eux, tout ça, c'est une souffrance. La vie est une souffrance. Les mélancoliques ne tombent pas amoureux. Donc, pour tomber amoureux, d'abord, il faut se sentir bien, être attentif à l'autre, être intéressé à l'autre, et là, on peut la rencontrer. Mais ça, c'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une cascade de causes qui s'agencent bien. Alors, quand tout s'agence bien, ce qui est le cas le plus fréquent, mais c'est le cas de 70% de la population seulement, ça fait 30% de la population qui a du mal à voir l'évolution de l'amour et de l'attachement, c'est des gens en difficulté. Ça ne veut pas dire que ce soit définitif. Hein, les travaux sur la résilience montrent que ça peut se récupérer, mais il faudra travailler. Si des gens ont soif d'une rencontre, c'est qu'ils ont envie de rencontrer. S'ils ont envie de rencontrer, c'est qu'ils ont été bien sécurisés quand ils étaient enfants. Avant la parole, ils ont acquis ce qu'on appelle un attachement sécure. Le reste, c'est une question de rencontre, de travail, de sortie. Quelqu'un qui a envie de rencontrer, rencontre. Mais il y a des gens, par exemple, les carences affectives, ont peur de l'amour alors qu'ils en ont le plus grand besoin. Parce que pour eux, à cause d'une enfance de carencé affectif, ils surcotent l'amour, ça déclenche une angoisse, alors que ça devrait déclencher un bonheur. C'est des gens pour qui l'intensité émotionnelle est telle qu'ils ne se sentent pas capables de la supporter parce que, quand ils étaient enfants, ils ont acquis une vulnérabilité affective. Si je tombe amoureux de cette femme, elle va me découvrir, elle va découvrir à quel point je suis minable, et elle va me quitter. Le fait de tomber amoureux réveille la trace d'une empreinte passée. Dans mon empreinte passée, j'ai pas été aimé. J'ai toujours été en manque. Mes parents n'étaient jamais là. Ils n'étaient pas forcément maltraitants, ils n'étaient pas là. Donc il y a une trace de vulnérabilité. Je la rencontre, elle est merveilleuse.
je tombe amoureux, mais ça réveille ma trace de vulnérabilité. Si on vit ensemble, elle va découvrir que je suis minable et elle va me quitter. Et du coup, l'amour déclenche une angoisse alors que j'en ai le plus grand besoin. Avant l'industrie, on donnait les femmes en mariage à des hommes qui n'en voulaient pas forcément. C'est-à-dire que le mariage, la sexualité, servait à faire du sacré et du social. Du sacré, il fallait que les femmes mettent au monde le plus d'enfants possible pour la gloire de Dieu, ce que j'ai entendu il y a quelques semaines au Proche-Orient. Nos femmes font plus d'enfants que les femmes occidentales, donc on est sûr de gagner la guerre. Donc le sexe avait une fonction belliqueuse. Et puis le sexe avait une fonction sociale. D'abord, les mariages étaient en immense majorité des cas arrangés, ou c'était des contrats. Proudhon, le philosophe socialiste, voulait être père, il voulait avoir une famille avec père. Il assiste à la sortie des ouvrières, il en trouve une qui lui paraît, qui évoque probablement dans sa mémoire quelque chose qui lui convenait, la gentillesse, les vêtements, je sais pas quoi. C'est en tout cas, cette ouvrière-là lui parle, il l'accoste dans la rue, et il lui dit, je m'appelle Proudhon, je suis philosophe, j'ai tant de rentes par mois, j'ai des maisons, si vous acceptez de m'épouser, je serai correct avec vous et je vous assurerai. Et cette dame ouvrière accepte le mariage d'un homme qui lui fait une déclaration de mariage, pas d'amour, dans la rue. Et ça fait un couple stable, jusqu'à la mort de Proudhon. C'est difficile à imaginer pour les jeunes aujourd'hui, mais ça a existé. Or, ces mariages-là avaient une fonction sociale, affective. Et ensuite, l'amour peut frapper ensuite. En Inde, j'ai un ami indien qui a fait fortune dans Bollywood et qui a été marié. Alors qu'il est cultivé, il a fait des études en Angleterre, il est follement riche, il a été marié. Et je lui dis, mais c'est quand même étonnant que tu acceptes d'être marié. Et il me répond, qui mieux que ma mère peut savoir quelle femme me convient? C'est moral, ça m'inscrit, le fait que ma mère me désigne la femme à épouser, m'inscrit dans sa lignée. Le mariage arrangé par ma mère est une preuve de ma moralité. Un jeune couple occidental français aujourd'hui aura du mal à comprendre ça. Ça existe encore. C'est même une valeur morale en Inde. En Afrique, je dirige actuellement une thèse d'un Africain qui m'explique que le père, dans beaucoup de cultures africaines et dans beaucoup de cultures indiennes d'Amérique du Sud, ou même de Mexique, le père n'est pas l'amant. L'amant, c'est celui qui a fait le coup, si vous permettez ce délicat jeu de mots. Le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, pour en être responsable et pour s'y attacher. Pendant des millénaires, un enfant sur 2 mourait dans la première année. On est à 4 pour 1000 aujourd'hui. C'est-à-dire que on était très fragile et les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus forts qu'avant et l'angoisse qu'ils ressentent est probablement le prix de l'amélioration de leur conscience parce qu'ils sont capables d'imaginer, d'anticiper tout ce qui peut arriver. Et ils n'ont pas de possibilité, ils ont peu de possibilités d'agir sur la nature, sur la société, sur la guerre, sur la culture. Donc ils anticipent sans pouvoir décider. Ce qui est un parfait déclencheur d'angoisse. Alors l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est on est dans une catastrophe sociale, culturelle et même technologique. Quand j'allais au lycée, j'ai été convaincu, après mon bac, quand j'ai fait médecine, quand j'ai eu mes diplômes, j'ai été convaincu qu'on soignerait de mieux en mieux, j'ai été convaincu qu'on lutterait contre les inégalités sociales, j'ai été convaincu qu'on lutterait contre les préjugés, contre l'écrasement, j'en étais convaincu. Eh ben non, ça marche pas. Le progrès n'est pas un facteur de protection. Et les sociétés modernes ne sont pas, malgré leur fantastique progrès technique, intellectuel pour les jeunes, qui font des performances intellectuelles qu'il y a quelques générations on ne faisait pas.
Eh bien, malgré ces progrès incontestables, le progrès est un facteur de vulnérabilité. Moi, je pense que on est devenu plus fort, c'est pour ça qu'on est devenu capable d'anticiper ce qui nous angoisse, et l'angoisse, c'est le prix de la conscience. C'est pour ça que tant de gens sont séduits par les cultures autoritaires ou même par les dictatures, dictatures religieuses, dictatures laïques, dictatures économiques, parce que c'est sécurisant. Mais ils n'ont pas d'angoisse parce qu'ils sont amputés. Alors que, au contraire, un jeune bien développé anticipe, imagine des tas de solutions différentes et n'est pas toujours capable de les maîtriser. Donc, il est anxieux. L'angoisse est un facteur, est une preuve de conscience. L'angoisse est le prix à payer de la liberté qu'on a conquis. Et dans les pays de dictature, on déprime, on est entravé, on meurt, on est tué, on est emprisonné. On développe pas sa personnalité. Dans les cultures totalitaires, les gens sont pas anxieux. Ils sont entravés ou emprisonnés. Ils chantent les louanges du dictateur. Les dictateurs, tous sont encore adorés. J'ai vu il y avait des documents, j'ai des souvenirs pendant la guerre de gens qui étaient fous d'amour pour Hitler. Fous d'amour. Vous avez lu Mein Kampf? Essayez un jour. C'est stupéfiant que des gens intelligents aient pu croire des bêtises incroyables écrites dans Mein Kampf. Pourquoi est-ce qu'ils y ont cru? Parce que ils avaient un arrêt de la pensée, ils avaient un slogan qui leur permettait de ne pas penser. Si on pense, on pose des problèmes, on a un doute, on a un choix, on a un degré de liberté, on est responsable de ce qui va arriver, on est anxieux. Le développement de l'angoisse est probablement la preuve du meilleur développement des jeunes d'aujourd'hui. La dictature fait le bonheur du slogan, le bonheur d'aimer un chef stupide, mais on ne sait pas qu'il est stupide. On croit qu'il est merveilleux. J'ai été à Saint-Pétersbourg, dans l'université de Poutine. Il y a des photos, des bustes de lui, des photos dans toutes les classes, dans les couloirs, partout, torse nu, musclé, à cheval avec un poignard. Il est adoré, adoré. Il arrête la pensée. Merveilleux. Il suffit de dire ce qu'il dit et on a la certitude, la conviction. Moins on a de connaissances, plus on a de conviction. Le travail de la pensée est merveilleux, c'est une liberté angoissante. Les filles sont anxieuses parce qu'elles anticipent beaucoup de situations, dont la maternité, qui est de plus en plus lourde. La démission est un facteur de tranquillisant et les écrans facilitent la démission, justement parce qu'ils engourdissent la pensée, comme les tranquillisants. Le slogan « L'amputation de la pensée » a un énorme bénéfice, c'est la disparition de l'angoisse. Il y a des milieux où on n'est pas anxieux, on met la barre très bas. Les filles deviennent de plus en plus anxieuses parce qu'elles mettent la barre très haut et elles en sont capables. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de garçons qui démissionnent, sauf dans les 15% de garçons qui héritent, les héritiers? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de garçons qui démissionnent? Parce que la démission est un excellent tranquillisant. Ils démissionnent de la société, ils démissionnent de leur métier, ils démissionnent de tout. Quand j'ai travaillé au Japon, les Japonais avaient ce qu'ils appellent le hikikomori. Des garçons en majorité qui tirent des rideaux, qui se couchent, qui vont plus à l'école, qui ne travaillent plus. Ce phénomène est apparu aux États-Unis, beaucoup. Le décrochage des garçons, plus que les filles. J'ai reçu des publications d'Italie. Ils ont un autre mot, c'est les retraités précoces. C'est-à-dire que c'est des garçons qui se couchent, qui vont plus au cinéma, qui courtisent plus de filles, ils ont peur des femmes, ils ont peur de la société, ils s'isolent complètement et ils sont trop tranquillisés. S'ils avaient tenté l'aventure sociale, ils auraient des angoisses. On évolue vers une société clivée, avec un top remarquable aux États-Unis, le top américain est remarquable. D'intelligence, de culture, de voyage. Ils ont un top remarquable. Et puis une base complètement larguée avec des garçons qui rentrent dans les lycées. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, ils mitraillent le lieu de leur humiliation. L'école, l'université. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les magasins des Champs-Élysées, le lieu de leur humiliation. Il y a des gens qui sont riches. Moi, je finis mon mois le 15 ou le 20 de chaque mois,
j'ai éprouvé un plaisir à casser les beaux magasins, à casser les symboles de la République, l'Arc de Triomphe, qui m'humilie. Donc on évolue vers une société comme ça, avec un top merveilleux, épanoui, anxieux, merveilleux, qui humilie le reste de la société. Citez-moi une seule civilisation qui ne se soit pas écroulée. Il n'y en a pas. On fait partie, nous, êtres humains, des 5%, 4 ou 5% d'espèces qui n'ont pas été éliminées depuis qu'on a des fossiles. On fait partie des 5% d'espèces survivantes. Pourquoi? Parce que les espèces qui ont disparu étaient hyper spécialisées. C'est-à-dire que, comme le milieu change tout le temps, l'axe de la Terre change tout le temps, c'est comme une toupie. Les toupies, ça change. On a trouvé des graines de palmier au Groenland. Ça veut dire que pendant un moment, le Groenland a été tropical. Puis la toupie a dû changer de direction, et maintenant il fait froid au Groenland. Donc là, ça veut dire que le climat change tout le temps. Les plantes changent tout le temps, les cours d'eau changent tout le temps, les animaux changent tout le temps, la taille des hommes, la biologie des hommes change tout le temps. On n'a pas le même cerveau que Monsieur Néandertal, alors qu'on partage beaucoup de gènes, on n'a pas le même cerveau, que probablement le cerveau de nos enfants sculpté par les écrans n'est pas le même que le cerveau des parents. C'est pas les mêmes zones qui sont sculptées. Probablement nos enfants ont des zones occipitales plus développées que nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des manières de voir le monde différentes. Donc tout change tout le temps. Mais les espèces qui s'éliminent, c'est-à-dire 95% des espèces vivantes à l'origine de la planète, sont des espèces qui ont été trop spécialisées ou qui se sont éliminées par le point fort de leur espèce. L'élan du Canada, à chaque génération, ils ont des ramures de plus en plus fortes. Et on voit les vieux élans du Canada ont des ramures moins fortes que les élans du Canada récents. Donc ça veut dire qu'à chaque génération, les petits mâles avaient des ramures plus grandes. Quand les ramures étaient faibles, les élans du Canada éventraient les loups d'un coup de cornes. Ce que j'ai vu faire par les antilopes sabres en Afrique avec les tigres. Les antilopes sabres éventraient les tigrons. Donc, plus les élans du Canada avaient des ramures plus fortes, plus ils levaient la tête lentement. Et les loups n'ont plus eu aucune difficulté pour les égorger, parce que la lenteur du point fort des Canada fait qu'ils levaient la tête de plus en plus lentement et que les loups les saisissaient et les égorgeaient. Même raisonnement pour les êtres humains. Qu'est-ce qui fait notre point fort? C'est l'intelligence verbale et la technologie. C'est deux formes d'intelligence différentes. L'intelligence mathématique et l'intelligence technique sont préverbales, alors que l'intelligence verbale, il faut parler, c'est la philosophie, c'est l'art, c'est la littérature, qui est une forme d'intelligence. Il faut découvrir un autre monde mental, et c'est le voyage. Tiens, ils ont une autre culture que moi, ils pensent pas comme moi. Ça, c'est l'intelligence verbale. Il faut parler pour comprendre. La technologie, c'est une intelligence préverbale, mathématique. Les mathématiciens comprennent avant de parler, avant le langage mathématique, comprennent d'emblée, et ensuite, ils traduisent en langage mathématique, c'est bon, c'est pas bon. La technologie, c'est aussi, tiens, ça, je fais ça, ça va marcher, j'ai fait ça, ça marche pas. C'est une intelligence préverbale, et c'est une grande forme d'intelligence. La haine de l'élitisme par le populisme vient du non-partage du savoir. Si on continue à ne pas partager le savoir, et si on continue à ne pas partager les biens, et si on continue à faire avec un top remarquable dont la simple présence humilie ceux qui ont du mal à finir le mois, on va vers une déflagration, ce qu'on voit apparaître de plus en plus. On a des prodromes de la déflagration, les gilets jaunes, les gosses qui mettent le feu à leur école. Des gosses de 10-12 ans qui ont mis le feu à leur école. C'est l'équivalent de la moque des étudiants américains qui rentrent et qui mitraillent, qui tuent tout dans leur collège, dans leur université. On a des prodromes de l'effondrement, mais il n'y a pas une seule civilisation qui ne se soit pas effondrée. Donc l'effondrement de notre civilisation sera la preuve qu'il faut
passer à inventer une autre civilisation. C'est ce qui est en train de se faire. La parité entre les hommes et les femmes n'a jamais existé depuis que l'homme est sur Terre. Les femmes ont toujours été deuxième sexe. C'est une expression de Simone de Beauvoir qui dit bien la situation. Les femmes étaient deuxième sexe parce que ce qui permettait de faire de la société, c'était la violence, où les hommes sont plus doués que les femmes, si on peut dire. Violence des hommes, la technologie, invention des armes, silex biface, enfoncé, collé sur un pieu, on a retrouvé des mammouths avec un silex planté dans le cœur. Et le mammouth était mort, tué par la technologie. Or, c'est donc ce qui a fait le patriarcat, c'est la violence des hommes. 20% des hommes mouraient tués par d'autres hommes. La bagarre, j'ai connu ça dans mon enfance. Un petit garçon qui n'aimait pas la bagarre était méprisé par les femmes et par sa propre mère, par les copains, bien sûr. J'ai entendu des mères dire à leurs fils si tu t'es battu, tu t'es laissé casser la figure, tu es une femmelette. Les femmes participaient à la même culture de surcote, de valorisation sociale de la violence. Au lycée, on nous disait, vous êtes des garçons, vous aurez donc 1 ou 2 guerres dans votre vie, j'en ai connu 2, et vous aurez plusieurs bagarres de rue à affronter, vous devez vous y préparer. Quand j'ai fait mes classes, on m'a appris à tuer. La France, l'État français, m'a appris ce qu'il fallait faire pour tuer. Et ça, j'étais convaincu. Je me suis alors là incroyablement trompé. J'étais convaincu qu'on ne verrait plus réapparaître les guerres. Je me suis tragiquement trompé. J'entends au cours des derniers chapitres de mon existence, j'entends les mêmes mots, les mêmes phrases et les mêmes problèmes que au cours des premiers chapitres de mon existence avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, la différenciation des hommes et des femmes, valoriser la violence des hommes, peut être naturelle, à coup sûr culturelle, peut être aussi naturelle, parce que dans les crèches, des enfants préverbaux, il y a 5% des petits garçons qui cassent, qui mordent, qui frappent, contre 0,8% des filles. Est-ce que c'est déterminant biologique? Peut-être oui, il y a des gens qui soutiennent, parce qu'on voit cette violence augmenter chez les garçons comme chez les filles, jusqu'à la puberté, sauf que chez les garçons, elle est 8 à 10 fois plus intense que chez les filles, et après la puberté, la violence des émotions, des passages à l'acte diminue jusqu'à la fin de la vie chez les garçons comme chez les filles. Donc, admettons qu'il y ait un déterminisme biologique. Peut-être. Il y a des gens qui les soutiennent. Il y a à coup sûr un déterminisme culturel. Les hommes étaient éduqués pour la violence. Il y a eu des cultures entières qui ont été faites pour éduquer les garçons à la violence. Les Mongols ne faisaient que la guerre. Les Scythes ne faisaient que la guerre. La violence était une valeur socialisante. Les femmes sont moins douées pour la violence. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas la parité. Je pense même qu'on n'y arrivera jamais. Mais on peut y tendre. Parce que la violence n'est plus une valeur adaptative. Aujourd'hui, la violence n'est que destruction, sauf dans les pays où la violence des hommes redevient une valeur adaptative. Si on fait la guerre, ça reviendra.